Bonjour à tous, donc suite du cours sur littérature d'idées et presse du 19e à nos jours, donc nous allons corriger le texte de Victor Hugo sur la misère. Alors, comme dans tout discours, les premières questions qu'il faut se poser sont des questions liées à l'énonciation. C'était la première question qui vous était posée. Qui parle, à qui, où et quand? Donc, regardons ce discours. Qui parle, c'est-à-dire qui est le locuteur dans le texte. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. Donc on voit tout de suite où se situe le locuteur. Le locuteur, évidemment, s'identifie ici par l'utilisation de la première personne du singulier. Ce « je » qui revient tout le long, c'est le locuteur. C'est le locuteur et c'est en même temps l'auteur. Donc, c'est Victor Hugo. C'est Victor Hugo, évidemment, qui parle. Alors, à qui s'adresse-t-il? Qui est le destinataire de ce discours? Bon, on voit apparaître régulièrement ce mot « messieurs ». Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance. Remarquez-le bien, messieurs, etc. La misère, messieurs, donc on le voit apparaître à 3 reprises. Donc, le destinataire, ce sont ces messieurs. Et ces messieurs, ce sont évidemment les députés. Pourquoi les députés? Eh bien parce que, donc pour ceux qui auront fait une petite recherche, ils l'auront vite découvert, parce que ce discours se situe à l'Assemblée nationale. Donc, Victor Hugo s'adresse directement aux députés qu'il a en face de lui. Nous sommes le 9 juillet 1849, on est à Paris, et on est à l'Assemblée nationale. Voilà pour l'énonciation. Ensuite, on va se poser la question centrale, qui est celle de l'efficacité de ce discours, qui est une question qu'il faut toujours se poser par rapport à un discours. Est-ce que le discours que l'on entend est efficace? Est-ce qu'il est efficace pour convaincre les auditeurs? Est-ce qu'il est efficace pour persuader le lecteur? Alors, qu'est-ce qui fait ici l'efficacité du discours de Victor Hugo? Alors d'abord, si on regarde le début du texte, on peut constater qu'il utilise une forme particulière de raisonnement. Il nous dit « Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. » Donc, Victor Hugo, dans un premier temps, nous dit on ne peut supprimer la souffrance en ce monde, mais on peut détruire la misère. Est-ce que ça ne nous rappelle pas ici une forme particulière de raisonnement qu'on appelle le raisonnement par concession? Eh bien oui, c'est exactement un raisonnement par concession, puisqu'il concède, effectivement, il concède qu'on ne peut supprimer la souffrance. Mais, par contre, on peut détruire la misère. Donc la première phrase du discours fonctionne comme une concession. Victor Hugo concède que la souffrance, on ne peut pas la supprimer. C'est une loi divine, la souffrance fait partie en quelque sorte de la condition humaine. On ne peut pas la faire disparaître. Par contre, la misère qui est un phénomène social, qui est une maladie du corps social, il utilisera la métaphore, la misère, on peut la détruire. Voilà donc ce qui fait le début de l'efficacité du discours.
dans ce texte. Ensuite, un autre aspect de cette efficacité, c'est que l'auteur procède de façon objective, comme s'il faisait une enquête. On le voit notamment dans ce paragraphe, quand il nous dit « Voici donc des faits ». Donc ici, on est dans une situation où l'auteur veut être le plus objectif possible. Voici donc des faits. Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris, que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles entières, vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes, espèce de fumier des villes, où des créatures s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Donc, on voit que cette description est assez précise, et qu'il y a comme un effet de zoom. Victor Hugo évoque d'abord Paris, d'accord, puis les faubourgs de Paris. Donc d'abord Paris, ici, puis les faubourgs de Paris. Les faubourgs, ce sont les quartiers. Puis vient ensuite les rues. Puis ensuite les maisons. Et enfin, il nous fait, grâce à la fiction bien sûr, il nous fait entrer en fait dans ces maisons qu'il qualifie de cloaque. Un cloaque étant un lieu insalubre, c'est-à-dire un lieu vraiment très, très sale, où on ne peut pas vivre normalement. Et il nous décrit donc la vie de ces familles, qui vivent pêle-mêle, qui finalement n'ont pour lit qu'une vieille couverture, qui n'ont pour vêtements que des monceaux infects de chiffons ramassés dans la rue. Donc l'efficacité ici du discours se fait d'abord par un travail de description, 2 par l'objectivité, et 3 par la répétition de certains mots. On va voir justement que en fait tout le texte utilise la répétition. Si vous regardez par exemple le mot misère, en fait il apparaît 6 fois dans le texte. Et cette répétition, donc on va regarder ensemble le mot misère. Voilà, ici par exemple, remarquez-le, misère, 2 fois, voilà, bon, etc. Je vous laisse compter les 6 fois. Ensuite, il y a le mot fait, les faits. Quand il me dit voici donc des faits. Ce mot apparaît 17 fois dans le texte. Voulez-vous des faits? Voici donc des faits. Voilà un fait, en voulez-vous d'autres? Etc. Donc, cette répétition, cette façon d'insister sur le mot fait, signifie au destinataire, au député, qu'il n'est pas en train de raconter n'importe quoi, qu'il n'est pas en train de donner juste son point de vue, qu'il n'est pas subjectif, qu'il est dans les faits. Donc il est objectif. Enfin, dans sa stratégie argumentative, pour essayer donc de rendre son discours le plus efficace possible, il utilise une figure de style particulière, qui revient à plusieurs reprises. Quand il dit « Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. » Regardez bien la façon dont la phrase est construite. Je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. Bon, regardez un peu plus loin dans le texte. Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle va? Je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis en France, je dis à Paris et au temps où nous vivons. D'accord? Regardez un peu plus loin maintenant. J'ai presque dit pour vêtements que des monceaux infects de chiffons en fermentation ramassés dans la fange. Donc, cette figure de style qui consiste à dire
je ne dis pas ceci, mais je dis cela, en fait, c'est ce qu'on appelle une prétérition, la figure de style de la prétérition. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne ? C'est une figure donc, qui permet d'attirer l'attention sur quelque chose en déclarant que l'on ne va pas en parler. Hein, par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Je ne te dis pas que ce film était nul, d'accord ? Mais il n'était pas excellent. Donc en disant je ne te dis pas qu'il était nul, finalement on le dit. C'est une figure de style en fait qui est assez paradoxale, qui nous dit je ne vais pas parler de ça, mais en fait en disant qu'on ne va pas en parler, eh bien on en parle. Voilà, donc ça c'est pour la prétérition. Donc on a vu l'énonciation, l'efficacité du discours, différentes figures de style utilisées, la répétition, la prétérition. On va voir tout à l'heure, donc un peu plus précisément, la façon dont la misère est décrite. Voilà.